For a look at how Congress may help bridge political divisions in the country presently, we turn to a couple of lawmakers with a lot of experience in that space. Democratic Senator Chris Coons, who joins us from Wilmington, Delaware, Republican Senator James Lankford, who joins us from Oklahoma City. Gentlemen, you have a well-earned reputation both for preaching bipartisanship, taking the rhetorical temperature in Washington and nationwide down a notch or two. Senator Coons, I want to start with you. After the events of this week, do you feel that's harder than ever to achieve? Certaines réactions publiques ne sont plus seulement des manifestations individuelles, mais signalent un changement dans le niveau de tolérance institutionnelle. Au début de la dernière semaine de décembre, lors d'une retransmission officielle d'une cérémonie culturelle dans les environs de Los Angeles, une déclaration publique faite par un citoyen américain, qui n'occupe pas de fonction publique, mais qui est largement reconnu pour son engagement historique dans le secteur artistique du pays, a généré un mouvement inattendu de répercussions politiques. Le contenu du discours, diffusé en direct et sans interruption, ne s'est pas limité à la portée de l'événement au cours duquel il a été prononcé. Au contraire, il s'est immédiatement projeté sur des structures plus larges, notamment des instances officielles du gouvernement fédéral et des centres stratégiques de conseil institutionnel. Cet épisode n'était pas seulement une manifestation de mécontentement. Ce qui l'a rendu exceptionnel, c'est la manière dont il a influencé la disposition des organismes publics à prendre position face aux critiques directes à l'égard de l'exercice de la plus haute fonction de la République. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La déclaration initiale, centrée sur la figure du président en exercice, ne présentait aucun élément nouveau en termes d'accusations formelles ou de révélations inédites. Cependant, pour la première fois depuis des mois, elle a rompu avec une série d'autocensures narratives observées dans des secteurs traditionnellement réticents à la confrontation directe avec le pouvoir exécutif. Le contenu, bien que personnel et subjectif, a été prononcé dans le même langage que celui adopté dans les cercles politiques en période de crise institutionnelle, et cela a eu des conséquences. Le discours a été relayé par les médias internationaux, a suscité des réactions de la part d'entités liées au système judiciaire et a fait l'objet d'une analyse de la part des conseillers juridiques du Congrès, qui ont commencé à discuter des limites constitutionnelles de la liberté d'expression lorsqu'elle est exercée dans des espaces de diffusion publique directe. Ce qui auparavant pouvait être qualifié d'opinion a commencé à être examiné sous l'angle de ses implications sur l'image et l'autorité de la fonction présidentielle. La transformation sémantique de ce discours en objet d'analyse institutionnelle est ce qui rend cette affaire digne d'attention. Peu après la répercussion immédiate, un deuxième mouvement a introduit de nouvelles variables dans le scénario. En moins de 24 heures, des représentants liés à la présidence ont répondu de manière non protocolaire, en utilisant des plateformes numériques officielles et des profils personnels associés à l'entourage politique du chef de l'exécutif. Ces réponses ne suivaient pas le modèle traditionnel de communication institutionnelle. Au lieu de notes techniques ou de déclarations officielles, le gouvernement a opté pour un ton qui mêlait attaque directe contre la crédibilité de l'orateur et référence à des questions d'intérêt électoral. Ce choix de langage a non seulement conféré à l'épisode le statut de controverse publique, mais a également entraîné d'autres personnalités politiques au centre de la controverse, élargissant ainsi son rayon d'impact. La rapidité avec laquelle la rhétorique est passée du domaine culturel au centre du débat politique a révélé quelque chose, une fragilité structurelle dans la manière dont les institutions réagissent aux critiques provenant de l'extérieur de la sphère partisane. À ce stade, ce qui aurait pu se terminer par une divergence publique a pris la forme d'un débat susceptible d'avoir des conséquences juridiques. Des organismes de surveillance institutionnelle, tels que la Commission fédérale des communications, ont commencé à subir des pressions de la part de groupes d'intérêt pour qu'ils se prononcent sur la légalité de la diffusion intégrale de discours critiques à l'égard du gouvernement dans les émissions publiques. Bien qu'il n'y ait encore aucune indication que cette pression se traduira par des mesures, le simple fait que cette possibilité soit envisagée par des acteurs institutionnels renforce l'idée
qu'il y a un déplacement de l'axe de tolérance institutionnelle dans le pays. Ce qui est en jeu dans ce cas, ce n'est pas seulement la légitimité d'une critique, mais la manière dont les structures étatiques se repositionnent lorsqu'elles sont confrontées à des manifestations qui dépassent les canaux habituels de l'opposition politique. Parallèlement, certains secteurs du pouvoir législatif ont commencé à se mobiliser pour exploiter cet épisode comme un tournant narratif. Des parlementaires de différents horizons idéologiques ont cité la déclaration lors de sessions publiques, l'intégrant à leur propre discours, non pas nécessairement pour défendre le contenu original, mais pour repositionner leurs agendas dans un contexte déjà tendu. Cette utilisation stratégique de l'épisode dans l'environnement législatif, bien que fragmenté, a révélé un effort d'appropriation qui dépasse la figure de celui qui a prononcé le discours. L'événement est devenu un vecteur de controverses discursives, susceptible d'être modelé en fonction des intérêts institutionnels en jeu. À ce stade, la controverse ne portait plus sur ce qui avait été dit, mais sur ce qui pouvait être fait avec ce qui avait été dit. Alors que les répercussions initiales se déploient encore à plusieurs niveaux, de la presse internationale aux commissions techniques du Congrès, il devient de plus en plus évident que cet épisode a fonctionné comme une sorte de catalyseur. Il n'a pas déclenché un nouveau conflit, mais il a accéléré et mis en lumière des dynamiques qui se consolidaient de manière souterraine. La critique directe, la réponse informelle et la dispute institutionnelle qui a suivi forment une séquence qui pointe vers une crise du modèle dans la manière dont le pays gère la dissidence. Et le plus révélateur est peut-être le fait que tout cela a commencé par une déclaration qui, en soi, n'apportait aucune donnée nouvelle. Son pouvoir résidait dans la forme et le moment où elle a été prononcée. Dans des contextes comme celui-ci, il devient de plus en plus nécessaire d'observer attentivement les mouvements institutionnels, non seulement pour leurs réactions immédiates, mais aussi pour ce qu'ils révèlent sur les mécanismes de stabilité et de réponse du système. L'analyse continue d'épisodes comme celui-ci aide à comprendre non seulement les individus en scène, mais aussi l'architecture qui les entoure. C'est dans ce contexte que plusieurs instances de l'État, jusqu'alors étrangères à la controverse, ont commencé à agir à des rythmes différents, mais convergents. La première manifestation formelle est venue d'une commission spécialisée du Sénat chargée de surveiller l'intégrité discursive dans les lieux publics. Bien que la déclaration initiale n'ait pas été jugée offensante selon les critères de la commission, la mention directe du président et la manière dont l'épisode a été relayé par les plateformes de communication de l'État ont conduit à un examen technique du cas. À partir de là, le débat s'est élargi au-delà du fond du discours, touchant aux structures juridiques chargées de définir les contours de l'immunité critique et les limites de l'institutionnalité discursive. Dans ce contexte, des personnalités juridiques ont commencé à être sollicitées, non pas pour tenir directement responsables les personnes impliquées, mais pour clarifier les zones d'ombre que l'épisode avait clairement mises en évidence. Le bureau du procureur général, instance chargée de garantir la cohérence entre les pouvoirs et la Constitution, a émis un avis préliminaire soulignant que la liberté d'expression, bien que protégée, n'est pas exempte de responsabilité, surtout lorsqu'elle se répercute sur des canaux à forte capillarité institutionnelle. L'avis a toutefois pris soin d'éviter toute interprétation pouvant être considérée comme une censure indirecte, choisissant plutôt de souligner l'importance pour les institutions de préserver leur neutralité interprétative face aux manifestations publiques ne provenant pas de la sphère officielle. Cette position a eu un impact immédiat sur les ministres de la Cour suprême, dont certains s'étaient déjà exprimés auparavant sur les risques de la judiciarisation des manifestations politiques informelles. L'alignement technique entre le ministère public et le pouvoir judiciaire, bien que non explicitement articulé, a révélé une préoccupation commune: éviter que l'administration publique réagisse de manière disproportionnée à des événements qui, bien que controversés, ne rompent pas avec la légalité formelle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réaction de certains dirigeants de partis, en particulier dans les deux chambres du Congrès, a été différente de la réaction initiale de l'exécutif. Alors que la présidence a choisi d'échelonner le conflit sur le plan rhétorique, les parlementaires de différents courants ont adopté des positions plus analytiques,
cherchant à repositionner le débat en termes de principes constitutionnels. Des rapports internes, produits par des consultants législatifs, indiquent qu'il existe une inquiétude croissante quant à l'utilisation répétée de plateformes officielles pour contester des déclarations qui, bien que critiques, ne constituent pas une menace pour l'ordre institutionnel. La préoccupation centrale, exprimée dans ces documents, ne concerne pas seulement le contenu des réponses présidentielles, mais aussi le signal qu'elles envoient, celui que toute forme de contestation publique peut être considérée comme une menace pour la stabilité, même lorsqu'il n'existe aucun élément objectif pour étayer une telle interprétation. Cette initiative du Congrès a eu un effet secondaire important. Elle a réactivé des commissions dormantes qui traitent de questions telles que la transparence institutionnelle, l'utilisation des ressources publiques pour la communication gouvernementale et les normes de conduite présidentielle. Il n'y a pas encore de consensus sur le type de mesures qui pourraient être proposées, mais le fait que ces commissions se réunissent à nouveau fréquemment révèle un mouvement continu de contention. Cette modération ne se traduit pas par une confrontation directe, mais par la reconstruction d'une grammaire institutionnelle qui est mise à rude épreuve depuis des années. Dans ce cas, l'objectif est de rééquilibrer le jeu politique au sein des structures existantes sans recourir à des ruptures ni à des dramatisations. C'est dans ce contexte que certaines agences de régulation ont commencé à examiner de plus près l'utilisation des chaînes publiques pour diffuser des contenus à caractère opinionnel. La Federal Communications Commission, par exemple, a lancé un processus d'audit interne afin de vérifier si les paramètres de neutralité éditoriale sont correctement respectés dans les émissions financées par des fonds fédéraux. Cette initiative n'implique pas en soi l'existence de violations. Cependant, sa simple annonce a déjà eu un impact. Les médias publics de radio et de télévision ont commencé à revoir leurs protocoles d'édition et de diffusion, conscients que la surveillance pourrait désormais être plus stricte. Ce type de réaction préventive indique que même lorsque le cœur du conflit ne se situe pas dans la sphère normative, il a suffisamment d'impact sur celle-ci pour modifier les comportements. La dynamique observée ces dernières semaines montre que le système institutionnel américain, bien que traversé par des tensions visibles, réagit encore de manière coordonnée lorsqu'il est confronté à des situations qui testent ses limites opérationnelles. Cette coordination n'est ni parfaite ni exempte de friction, mais elle se manifeste dans des domaines stratégiques tels que la contention juridique, le débat législatif et la révision réglementaire. L'épisode initial, qui aurait pu être écarté comme un dérapage isolé, a fini par devenir un indicateur de l'élasticité du système démocratique. Il a surtout révélé que les canaux de réponse institutionnels restent actifs, même s'ils sont en état d'alerte réduite. Dans ce processus, des observateurs externes, tels que des organismes multilatéraux et des entités de surveillance démocratique, ont également commencé à enregistrer ce cas comme symptomatique d'un phénomène plus large. La confusion croissante entre autorité formelle et reconnaissance. Ce phénomène devient plus évident lorsque les dirigeants réagissent aux critiques par des mécanismes typiques de validation personnelle, au lieu de s'appuyer sur les outils institutionnels à leur disposition. Il en résulte un effritement de la frontière entre ce qui relève de la politique d'État et ce qui relève du discours individuel sur le pouvoir. La réponse à cet épisode révèle cette gêne. La difficulté de séparer, dans la rhétorique officielle, ce qui relève de la défense des institutions de ce qui relève d'une réponse émotionnelle déguisée en politique publique. Bien que les effets de cet épisode soient encore incertains, on peut déjà affirmer avec certitude qu'il a provoqué un repositionnement stratégique de multiples acteurs institutionnels. Il ne s'agit pas seulement d'une dispute narrative, mais d'une réorganisation des formes de contrôle, de réaction et de neutralisation. Dans ce cas, l'État n'a pas réagi avec force, mais avec vigilance. Et cette vigilance, plus que toute autre réaction, indique que le système est attentif aux tensions qui s'accumulent à ses flancs. C'est pourquoi, à un moment où les manifestations publiques peuvent acquérir un poids institutionnel en quelques heures, il devient encore plus important de suivre attentivement les développements qui émergent en coulisses. C'est dans cet espace, entre le discours et la réaction, que se définit le degré de résilience des démocraties contemporaines.
Depuis que l'affaire a été traitée par les rouages formels de l'État, elle a cessé d'être un événement ponctuel pour devenir un sujet de controverse. Différentes interprétations ont vu le jour parmi les constitutionnalistes, les analystes politiques et les praticiens du droit, créant un champ discursif où les consensus sont rares et les tensions récurrentes. Certaines lectures interprètent cette affaire comme un signe évident de rétrécissement de l'espace réservé à la dissidence légitime. D'autres soulignent que cet épisode met en évidence la difficulté historique de délimiter clairement les contours entre l'exercice du pouvoir et les limites de l'autorité légale. Pour certains chercheurs, la réponse présidentielle était juridiquement fondée, même si elle était politiquement contundante. D'autres avertissent que ce type de geste, même s'il n'enfreint pas les normes formelles, peut créer un climat symbolique de dissuasion, dans lequel toute critique venant de l'extérieur du système est automatiquement considérée comme un affront institutionnel. Cette impasse révèle quelque chose de plus important que le cas lui-même. Elle met à nu la crise d'accommodation des personnalités publiques qui ne sont pas affiliées au champ politique formel, mais qui jouissent d'une autorité culturelle significative. Lorsque ces voix traversent l'espace public avec des messages critiques, les institutions se voient contraintes de réagir, même si elles ne savent pas clairement comment, ni dans quelle mesure elles doivent le faire. Tout geste plus incisif peut être accusé de censure. Toute omission, quant à elle, sera interprétée comme une faiblesse. Dans ce jeu de perception, ce qui est mis à l'épreuve, ce n'est pas seulement la tolérance du système, mais aussi sa capacité à fonctionner dans un contexte d'instabilité communicationnelle. L'absence de protocole spécifique pour traiter ce type d'épisode accentue l'impression que l'État réagit davantage aux stimuli qu'aux directives, davantage aux pressions qu'aux principes. Le rôle des médias publics est également apparu comme un axe important de ce débat. Certains soutiennent que la retransmission de discours critiques fait partie de la mission visant à garantir la pluralité dans le débat démocratique, même lorsque cela met les centres du pouvoir sous tension. D'autres défendent l'idée que les médias financés par des fonds publics ne peuvent pas rester neutres face aux attaques symboliques contre les institutions, car leur maintien dépend directement de l'appareil public. Cette divergence soulève une question plus profonde. Dans des contextes démocratiques tendus, qui a le droit d'occuper le devant de la scène narrative? Qui peut parler au nom de la légitimité? Et surtout, qu'est-ce qui définit si une critique constitue une menace réelle ou simplement une dissidence nécessaire? Jusqu'à présent, aucun signe clair de rupture dans l'ordre institutionnel n'a été observé. Mais cet épisode a provoqué une reconfiguration silencieuse, bien que perceptible, des mécanismes internes de réponse. La multiplicité des interprétations de ce qui s'est passé révèle non seulement la complexité de la situation, mais aussi l'absence d'une interprétation dominante, ce qui, en soi, est révélateur. Le système semble fonctionner dans une zone d'ambiguïté structurelle, testant ses propres limites sans abandonner complètement son apparence de normalité. Cet épisode reflète non seulement les tensions actuelles, mais anticipe également les défis futurs de la coexistence entre l'autorité institutionnelle et la contestation symbolique non institutionnalisée. Les tendances récentes indiquent une intensification de ces conflits au cours des prochains cycles politiques. L'érosion des médiations partisanes traditionnelles et l'ascension de personnalités publiques en tant qu'acteurs centraux du discours public ont déplacé l'axe de la légitimité. L'épisode actuel confirme ce mouvement. La critique n'est pas née à l'intérieur du système, mais a mobilisé les structures de l'État comme si elle était interne. Cela rompt avec le modèle de prévisibilité institutionnelle auquel les démocraties se sont habituées au cours des dernières décennies. Le malaise institutionnel ne résulte pas de la force du contenu critique, mais du fait qu'il a échappé au rouage connu, obligeant le système à réagir en dehors de ses propres normes. La réflexion plus large que ce cas impose concerne la manière dont les sociétés démocratiques définissent, dans la pratique, ce qui est admissible dans l'espace public. Lorsque la réponse institutionnelle à une critique repose davantage sur son impact que sur son contenu, cela révèle que les canaux formels d'écoute sont fragilisés.
Et lorsque les institutions privilégient la contention symbolique plutôt que la réponse structurelle, elles donnent l'impression d'agir sous la pression défensive et non par conviction. Ce type de vulnérabilité n'indique pas nécessairement un effondrement imminent, mais exige un examen minutieux des fondements sur lesquels repose la stabilité d'un régime démocratique. On ne sait pas encore quels effets durables cet épisode aura. Les réponses adoptées par les différentes instances du pouvoir, tant sur le plan normatif que comportemental, détermineront si cette affaire restera dans les mémoires comme un tournant ou comme un moment parmi d'autres absorbé par le flux des tensions institutionnelles habituelles. À l'heure actuelle, le champ des possibilités est ouvert, aucune solution ne s'imposant comme définitive. Cette fluidité, bien que inconfortable pour le système, révèle à quel point la démocratie contemporaine est encore en train d'apprendre à faire face à des formes inattendues de contestation. Parmi les observateurs les plus proches des coulisses institutionnelles, il y a une attente contenue. Jusqu'à présent, rien n'indique concrètement que des mesures extraordinaires soient en cours. Mais rien ne garantit non plus que les manifestations futures seront traitées avec le même niveau de modération. Cet épisode démontre que le langage public reste un vecteur de reconfiguration politique, même lorsqu'il s'exprime en dehors des règles formelles. Certaines déclarations, par leur puissance symbolique, sont capables de modifier temporairement la façon dont l'État se perçoit. Et cela suffit à transformer le débat public en un terrain de dispute institutionnelle. C'est pourquoi suivre les développements n'est pas seulement une tâche analytique, mais un exercice essentiel pour comprendre comment les systèmes démocratiques, même les plus consolidés, réagissent lorsqu'ils sont interpellés par des discours qui échappent aux cadres attendus. Et c'est peut-être là que réside le véritable test institutionnel du présent.